Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour donc à ceux qui nous ont rejoints. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour la présentation débat qui va suivre et qui est organisée dans le cadre du Salon européen de la recherche et de l'innovation. Le thème que nous allons aborder à présent s'intitule « Les processus d'innovation, l'entreprise et son écosystème ». Au cours de cette séance que je vais essayer d'animer, nous entendrons différents orateurs que je vais sans plus tarder vous présenter succinctement. Alors avec nous à cette tribune, tout à fait en face de moi là-bas, Monsieur Pierre Dreux, qui est le directeur de Futuris au sein de l'ANRT. À ses côtés, François de Charentenay, membre de l'Académie des technologies et ancien directeur de la recherche de PSA Peugeot Citroën. À côté de lui, Germain Sens, lui aussi membre de l'Académie des technologies et ancien directeur de l'innovation d'Arcelor. À ses côtés, Thierry Veil, professeur à l'École des mines de Paris en management de l'innovation et stratégie d'entreprise. Et enfin, juste à côté de moi, Claude Roche, responsable du management de la R&D d'Orange Lab. Alors, cette séance va se dérouler en fait en deux parties, puisqu'elle repose sur les résultats d'une étude très intéressante d'ailleurs, réalisée sous l'égide de l'ANRT, qui est l'Association nationale de la recherche et de la technologie, et plus précisément par son département Futuris. Alors vous allez d'abord découvrir les principaux résultats de cette étude, qui a été menée par des experts, avec l'aide d'un comité de pilotage constitué d'industriels. Après quoi, eh bien, nous essaierons de débattre et de commenter ces résultats. Et nous réserverons en fin de séance un peu de temps pour les questions de la salle. Alors, pour commencer, je vais demander à Pierre Dreux de nous présenter Futuris, ainsi que la carte d'identité de cette étude, dont l'intitulé, je le rappelle, « Les processus d'innovation, l'entreprise et son écosystème ». Merci. D'abord, quelques mots sur l'ANRT qui héberge plusieurs services. L'ANRT est une association qui compte pas loin de 170 membres et qui est présidée par Jean-François Dehecq et dont le délégué général est Denis Randet. C'est une association qui travaille à être finalement un endroit où les acteurs de la recherche, tant au niveau public que privé, peuvent se rencontrer et dialoguer. Alors ces actions se trouvent au sein d'abord de la gestion des chiffres. Vous savez, on l'a entendu, l'importance de la recherche ce matin dans la table ronde. Donc les chiffres, ce sont les contrats industriels de formation par la recherche en entreprise et qui sont hébergés et pilotés par l'ANRT. On a entendu parler de l'Europe aussi ce matin, de l'importance de l'Europe, de son évolution. Et on a aussi compris la complexité que cela représentait pour un certain nombre d'entreprises de naviguer, de monter des partenariats. Il y a au sein de la NRT aujourd'hui un département spécialisé autour de l'Europe et la recherche partenariale. Et enfin, la plateforme Futuris, qui est issue d'une initiative d'abord dans le cadre d'une opération ponctuelle initiée par Francis Maire, qui a durée de 2002 à 2005 et a donné lieu à un certain nombre de recommandations. Et autour d'une thématique qui était qu'est-ce que le système français de recherche et d'innovation aujourd'hui, quels sont les scénarios possibles de ce devenir en termes de futur. Et puis ça a donné lieu à un certain nombre de propositions qui ont été reprises dans les différentes lois depuis cette époque-là. Cette opération ponctuelle s'est transformée en une plateforme permanente qui aujourd'hui a un certain nombre d'objectifs qui sont de suivre les évolutions du SFRI et à ce titre chaque année sous la direction de Jacques Le Sourne, que je salue ici et qui est présent parmi nous, et de Denis Randet, publie un ouvrage autour de la recherche et l'innovation en France. Et puis, bien sûr, un certain nombre d'éléments de recherche autour de l'accompagnement du changement, excusez-moi, et dont les thématiques sont fixées chaque année autour d'un comité d'orientation. Et une des thématiques aujourd'hui, pour mettre le système en perspective, a été finalement un groupe de travail qui a piloté, défini cette étude et dont on va discuter aujourd'hui.
Alors cette étude, oui. Cette étude, comme vous l'avez dit, elle a été structurée dans le cadre d'un comité de pilotage avec des industriels sous la co-direction ou la co-animation de 3 des interlocuteurs ici présents, au travers de François de Charentenay, Germain Sens et Thierry Veil. Elle s'est opérée dans le cadre d'entretiens avec des responsables du management de l'innovation de grandes entreprises françaises. Elle a duré un certain nombre de mois pour la partie purement entretien et ensuite s'est suivi une période d'exploitation, de digestion de l'ensemble de ces résultats et ça donne lieu donc à un rapport qui sera publié au mois de juin, donc tout prochainement et que vous pourrez télécharger sur le site de l'ANRT courant juin. Elle a impliqué un panel d'entreprises qui représente à elle seule une grande part des dépenses de R&D en France, une part même très importante si on regarde la R&D totale qu'il représente au niveau mondial. Je ne vais pas les citer toutes, mais toutes les grandes entreprises, la plupart des grandes entreprises étaient présentes. Alors pour présenter l'étude proprement dite, je vais d'abord donner la parole à François de Charentenay qui va nous parler donc de l'innovation dans l'entreprise telle qu'elle est traitée dans l'étude. Bien, d'abord, il s'agit de définir l'innovation, mais on ne va pas y passer trop de temps. C'est cependant un ensemble relativement complexe de ce qu'on pourrait appeler des actifs ou un capital de l'entreprise, par exemple ses connaissances, ses compétences, son expérience. Et derrière cela, un ensemble de processus qui vont conduire, déboucher vers un produit au sens large. Ça peut être un service, ça peut être d'autres choses, qui, et c'est le critère essentiel de l'innovation, doivent avoir un succès sur le marché. Tout ce qui n'est pas véritablement un succès derrière dans un système économique n'est qu'une idée ou une invention et n'est pas une innovation. Ça, c'est important de le dire. Alors, résumons très rapidement pour la partie qui me concerne, c'est-à-dire l'innovation dans l'entreprise, les quelques constats qu'on a pu faire sur les évolutions importantes des 15 dernières années. D'abord, évidemment, une vision élargie de la R&D, c'est-à-dire que l'innovation n'est pas simplement... ne fonctionne pas simplement autour de la recherche-développement, mais fait intervenir beaucoup de dimensions de l'entreprise. Alors vous allez me dire, c'est relativement évident, on sait déjà que le marketing intervient et tout, mais je crois que c'est encore beaucoup plus élargi et qu'il y a tout un ensemble d'exemples sur lesquels on viendra peut-être tout à l'heure dans le débat, qui montrent que l'innovation est véritablement doit être maintenant un esprit d'entreprise et pénètre toutes ses fonctions. Ensuite, on a aussi constaté que se développent de plus en plus des stratégies globales d'innovation qui sont cohérentes avec les stratégies de l'entreprise. Et donc une déclinaison là aussi sur la gestion des actifs, le capital des compétences, une déclinaison vers l'ensemble des processus, leur organisation, qui tendent vers l'innovation, qui est souvent, disons, présentée par la stratégie d'entreprise comme un des éléments clés du succès de l'entreprise. Ensuite, on a constaté quelque chose qui est vraiment très, très net, c'est le développement important et l'attention de plus en plus grande qui est portée à la gestion justement du capital qui va favoriser l'innovation, c'est-à-dire par exemple les expériences et la maîtrise des technologies, la gestion des compétences et des nouveaux regards sur les métiers de l'entreprise. Ceci est tout à fait net et on l'a bien vu en particulier. Vous savez que par exemple le développement d'une innovation à travers des modes projets s'est beaucoup développé pendant les 30 dernières années. Et maintenant, il y a probablement un rééquilibrage pour un examen plus précis de tout ceci. Ensuite, bien évidemment, dans le domaine de l'innovation, il y a
des conditions tout à fait indispensables qui constituent une sorte d'environnement propice à l'innovation, dont vous avez là une courte liste sur lesquelles on peut dire que le facteur temps est quelque chose d'important. Ce n'est pas en regardant les résultats trimestriels qu'on peut piloter correctement une stratégie à long terme d'innovation. D'autre part, tout ce qui est ressources humaines, qui sera abordé par Germain Sens tout à l'heure, prend une importance très grande. Et puis la gestion des actifs immatériels dont on a parlé. Enfin, ce qu'on a constaté, c'est qu'à ce stade, on a un petit peu de difficulté à voir le développement très large d'orientation vers l'évaluation de la capacité des innovations et en particulier des actifs immatériels. Ne serait-ce qu'en examinant les conditions de fusion-acquisition, on s'aperçoit que les discussions entre les parties portent assez peu sur cette question-là, beaucoup plus sur des aspects comptables. Voilà en gros, mais évidemment je couvre ça très très vite et on va revenir dessus dans le débat, ce qu'on peut dire sur les évolutions à l'intérieur de l'entreprise. Et je passe donc la parole, je rends la parole à notre animateur. Qui va nous parler donc de l'innovation en réseau, puisque c'est une partie importante de l'étude. Merci. Bon, l'innovation en réseau est fondée sur un concept très simple. Il y a sûrement des tas de gens très intelligents, très malins qui travaillent chez vous, mais il y en a aussi encore plus qui sont ailleurs. Et donc on peut gagner de l'argent en utilisant ses propres idées, mais on peut en gagner aussi en tirant parti des idées des autres et de leurs compétences. Alors ça a toujours été vrai. Ça le devient encore plus parce qu'on constate un réarrangement très rapide des réseaux de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que le client devient de plus en plus sophistiqué et exigeant. Il veut qu'on lui propose des solutions adaptées à ses problèmes particuliers et il veut faire du one-stop shopping, c'est-à-dire tout trouver au même endroit. Par exemple, une voiture avec son assurance, son plan de financement, son contrat de maintenance. Et les fournisseurs qu'il a en face de lui deviennent souvent des architectes, des intégrateurs de solutions qui ne peuvent pas maîtriser toutes les compétences nécessaires pour satisfaire une demande beaucoup plus complexe. Donc eux-mêmes font de l'assemblage et d'autres entreprises se spécialisent de manière très pointue sur une niche spécifique, sur une technologie qu'elles proposent à différents intégrateurs. Et la globalisation des marchés renforce ça, puisque quelqu'un qui est très spécialisé sur une fonction va pouvoir avoir accès à l'ensemble des distributeurs. Alors pourquoi fait-on des collaborations ? D'abord, souvent, pour mieux connaître, mieux anticiper les besoins de ses clients, les besoins actuels, mais les besoins futurs, comprendre les usages que font les gens des technologies, pour conforter aussi la maîtrise qu'on a des technologies nécessaires, pour parfois s'entendre pour promouvoir des standards, dont le rôle est essentiel pour permettre certaines innovations, comme le téléphone portable par exemple, et d'une manière plus générale, pour s'assurer l'accès à toutes les ressources qu'on ne maîtrise pas suffisamment à l'intérieur de l'entreprise et les avoir au meilleur niveau pour les intégrer dans ses produits. Et puis parfois tout simplement pour limiter les risques, parce qu'on entreprend des recherches assez avancées, assez à long terme, et qu'on préfère mutualiser le risque avec d'autres partenaires. Alors ceci amène à travailler avec des fournisseurs de plus en plus variés, qui ont chacun leur propre agenda, leur propre mode de fonctionnement, leur propre mode de relation. Évidemment, on avait l'habitude de travailler avec ses fournisseurs et ses clients depuis longtemps. Il est déjà un tout petit peu moins confortable pour beaucoup de travailler avec leurs concurrents. Et pourtant, de temps en temps, pour légitimer une technologie, c'est nécessaire. Et on est amené, par exemple, quand on est une grande entreprise, à travailler avec des PME qui n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement, avec des chercheurs publics qui n'ont souvent pas le même horizon temporel et le même mode d'approche, voire avec la société civile pour anticiper les demandes des consommateurs, les demandes vis-à-vis de l'environnement, etc. Une chose importante, c'est que, en général, les coopérations sont à rendement croissant. Vous faites une coopération ponctuelle avec quelqu'un,
c'est intéressant, mais vous perdez beaucoup de temps parce que justement, vous avez besoin d'apprendre à le connaître, vous avez besoin de comprendre son fonctionnement. Si vous faites une coopération durable, par exemple entre un chercheur public et un industriel, vous finissez par bien connaître l'autre, il vous connaît bien, et par exemple un chercheur public connaissant vos problématiques d'industriel, dans une grande partie de son activité, les aura à l'esprit et de temps en temps, même en dehors de toute relation contractuelle, vous alertera de quelque chose d'intéressant pour vous. Et comme ça devient de plus en plus important, ces coopérations entre entreprises, ça devient en soi une technologie, une compétence que vous devez maîtriser. Et le fait d'être connu comme un bon partenaire pour des coopérations, quelqu'un avec qui on travaille efficacement et qui ne cherche pas à tirer la couverture à lui, avec qui des relations de long terme sont souhaitables, vous donne un avantage compétitif par rapport à vos concurrents. Et évidemment, ça suppose d'autres compétences, d'autres qualifications, ce qui boucle directement avec le problème de ressources humaines que va aborder Germain. Eh bien, on peut effectivement, merci pour ce survol ou cette synthèse du problème de l'innovation en réseau. Donc, Monsieur Sanz, les ressources humaines telles qu'elles sont abordées dans l'étude. Bon, il est clair que, vu ce qui vient d'être dit, il est évident que les responsabilités des acteurs de l'innovation de façon très générale ont vraiment beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. Alors, on a juste là, pour simplifier, mis en évidence un certain nombre de défis. Le premier, c'est d'attirer les jeunes dans les carrières scientifiques et techniques ou technologiques. Bon, il est clair que les entreprises ont du mal à recruter des bons candidats, en précisant qu'il s'agit des bons candidats en France et dans les pays très développés, si j'ose dire. D'où ça vient ? Bon, l'analyse est sans doute complexe. Il n'y a pas de désaffection des jeunes pour les sciences. Ça, c'est très clair. Il y a une étude de l'OCDE qui est très, très nette sur ce point. En revanche, il y a une très grande méfiance des jeunes pour ce qui est sciences et technologies dans l'entreprise. Les métiers scientifiques et technologiques ne sont pas appréciés par rapport à leur valeur par rapport à d'autres. Il s'agit souvent, le plus souvent, d'une méconnaissance en fait de ce qui se fait dans l'entreprise. Donc, ce que fait l'entreprise, en fait, c'est d'essayer de montrer, d'attirer des jeunes pour qu'ils viennent au moins une fois. Et puis, une fois qu'ils ont vu que l'entreprise, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils imaginaient, là, et d'autres enquêtes le prouvent très bien, les jeunes trouvent beaucoup de satisfaction dans ce nouveau métier. Alors, pour attirer ces jeunes, il y a beaucoup de manières, de voies qu'utilise l'entreprise. Bien entendu, il y a des forums, il y a des visites, il y a des conférences par des gens de l'industrie auprès des étudiants. Une voie très privilégiée, bien entendu, c'est les conventions CIFRE, puisque au moment quand le thésard travaille à la fois dans un laboratoire universitaire et à la fois dans une entreprise, il la connaît, il découvre la plupart du temps quelque chose qu'il ignorait bien. Et bon, ce que je disais là sur la difficulté d'embaucher des jeunes scientifiques et techniques, c'est vrai, encore une fois, pour les pays développés. Ce n'est pas le cas pour les pays en voie de développement ou qui sont déjà relativement avancés. Je pense au Brésil, à l'Inde, à la Chine, où les métiers techniques ont encore une image de marque très forte. Donc les entreprises, eh bien, elles embauchent souvent et de plus en plus les gens qu'elles peuvent trouver dans ces pays. Deuxième grand défi, qui est de savoir recruter, conserver des experts au plus haut niveau. Bon, l'entreprise a clairement réalisé qu'elle a besoin de grands experts. Elle a besoin de grands experts dans ses métiers de base, c'est évident, mais elle a de plus en plus besoin de grands experts dans les métiers, si j'ose dire, connexes, ceux qu'elle a décidé de ne pas traiter en direct, mais plutôt de sous-traiter au sens le plus noble qui soit. C'est ce qu'on appelle donc l'open innovation, ou donc les partenariats, si vous voulez. Parce que quand on veut travailler avec des tiers, il est clair qu'il faut presque plus encore que dans le cœur de son métier, avoir toutes les compétences ad hoc pour pouvoir travailler directement avec eux, en tirer le maximum de résultats, de savoir les exploiter surtout.
C'est un métier difficile parce que parfois des jeunes, enfin les gens peuvent être un peu frustrés de ne pas faire soi-même, mais d'être un chef d'orchestre plutôt qu'un soliste. Donc il y a là un véritable défi. Alors les entreprises, pour ça, eh ben, elles cocoonent leurs experts. Hein. Il est clair maintenant que par exemple des manières de faire pour les conserver, telles que la double échelle, pour qu'ils puissent avoir une carrière digne de ce nom, en parallèle avec les carrières plus classiques, lorsqu'on est responsable de troupes importantes, lorsqu'on est patron de fabrication par exemple. Il y a maintenant même des entreprises qui nomment leurs grands experts au même niveau de classification, donc par exemple cadre dirigeant, alors que ça ne se faisait pas avant, hein, c'est clair. Donc on les cocoune, on les forme, on les bichonne un peu. Hein. Troisième grand défi qui est gérer l'évolution du portefeuille de compétences. Là aussi, on a vu apparaître, bon ça existait, tout ça existait, mais ce sont des tendances lourdes, hein, une analyse donc très précise que font les entreprises sur leur portefeuille de compétences. Donc l'entreprise, elle définit toutes les compétences en sachant qu'elles sont scientifiques, métiers, technologiques, managériales, bon, dont elle a besoin. Là-dedans, généralement, ce qu'elle fait, c'est de définir quelles sont les technologies clés, hein, celles qui, pour elle, sont vraiment majeures. Elle fait cette analyse, elle positionne le plus honnêtement possible ses forces et ses faiblesses, d'ailleurs, dans ses différentes compétences, en positionnant les gens qu'elle a entre le jeune débutant et l'expert le plus grand possible. Et elle regarde surtout la robustesse de ses compétences. Une entreprise qui aurait des gens remarquables, très grands experts, qui auraient tous 60 ans et il n'y a pas de suite derrière, à part des petits jeunes de 30 ans, il y a un problème. Donc il faut qu'elle regarde cet aspect de robustesse. Et puis enfin, il faut qu'elle fasse un dernier travail, ou elle le fait en fait, un dernier travail qui est de bien réfléchir aux compétences dont elle aura besoin dans l'avenir, compétences qu'elle n'a pas toujours, et avec le plan, entre autres, de ressources humaines nécessaires pour qu'elle acquiert ces compétences. Enfin, dernier point qui est de faire en sorte que ces chercheurs en particulier, mais pas uniquement, sachent parfaitement travailler en équipe. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi immédiat et aussi évident qu'il n'y paraît. Donc là, il y a des tas de méthodes que met en place l'entreprise pour que les gens sachent bien travailler en groupe, sachent bien utiliser les compétences qui existent ailleurs, évidemment casser le NIH, savoir travailler en réseau avec ce point que je signalais tout à l'heure, c'est que quand on est chef d'orchestre et qu'on ne joue pas soi-même, on est un peu frustré. Donc c'est tout ça qui se fait par du coaching, qui se fait par des formations, de telle façon que l'équipe soit performante au-delà de la performance individuelle des différents chercheurs. Merci, Monsieur Sens. Alors, on va revenir sur les différentes questions qui ont été abordées. Mais avant de le faire, je voudrais demander à Monsieur Roche, qui a participé au comité d'industriels qui a piloté cette étude, qui vient donc d'être présentée dans ces grandes lignes, s'il y a des résultats ou des enseignements qui l'ont particulièrement frappé. Alors c'est très pointu comme question, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Surpris ou frappé, je ne sais pas. En tous les cas, je retiens deux points qui m'ont donné l'impression d'aller un peu plus vers le futur. C'est d'une part ce qui a été dit sur le rééquilibrage entre la gestion des compétences, des connaissances et le management par projet. Encore que ça demande à être confirmé à mon sens, parce que c'est un véritable enjeu. Effectivement, dans le management de l'innovation, on est sous cette tension. Le projet est une forme extrêmement efficace, mais qui produit des connaissances en son sein, puisque c'est en travaillant qu'on produit la plupart des connaissances d'intégration adaptées à l'entreprise, mais qui par définition ne les gère pas. Et effectivement, que l'on se préoccupe de cette tension est un signe d'avenir. Le deuxième point, c'est ce qui concerne les partenariats et de façon plus précise, ce qui a été dit plus ou moins par un certain nombre d'acteurs, selon lesquels le partenariat nécessite un certain savoir-faire.
Ça, je suis persuadé qu'à partir du moment où les partenariats vont être de plus en plus complexes, que ce soit avec l'académie, avec les startups ou entre entreprises, ce n'est pas donné à tout le monde de gérer de façon efficace un partenariat. Et on voit bien qu'il y a des entreprises qui arrivent à s'en tirer, à le faire de façon extrêmement habile, d'autres qui ont des difficultés parce qu'elles ont des réflexes issus d'autres univers. Et je crois que la construction d'un savoir-faire est un véritable avantage, une véritable compétence clé de l'entreprise. Et par contre, c'est extrêmement difficile à faire. Merci, monsieur Roche. Je pense qu'on va revenir sur ces 2 points. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur une élucidation, parce que ce n'est pas toujours clair de faire le lien entre recherche et technologie d'une part et innovation. Alors, monsieur de Charentenay, je crois qu'il y a longtemps qu'on a longtemps assimilé l'innovation à la R&D. Or, cette position est aujourd'hui un peu dépassée, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, si l'innovation ne se réduit pas à la R&D, que recouvre-t-elle exactement et quelles sont ses limites si elles ne sont pas floues? Je crois que pour répondre à cette question, il faut faire une sorte d'analyse historique et remonter à des périodes comme le 19e siècle, le développement industriel, et le début du XXe. C'est une époque où il n'y avait absolument pas de recherche et de développement au sens organisé du terme. Il n'y avait que des entrepreneurs et des innovateurs qui ont apporté des quantités de choses absolument extraordinaires. Et puis, on est arrivé dans une période qui a été très intense à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec une foison énorme de nouvelles technologies qui étaient disponibles. Et donc là, il y a eu la nécessité d'organiser très fortement l'intégration de ces technologies à l'intérieur du business, c'est-à-dire à l'intérieur de produits, de services, etc. Et on s'est trouvé dans une situation, bon, celle des 30 Glorieuses, où alors là, chaque fois qu'on partait des technologies, c'était le technology push, parce que de toute façon, le marché, lui, pouvait, à cette époque-là, tout absorber. Et donc, je dirais qu'il y a eu... Enfin, on peut prendre beaucoup d'exemples quand on regarde les salons aéronautiques du Bourget des années 50 et 60, le nombre de prototypes d'avions était absolument considérable, alors que maintenant, ça, en général, un prototype a déjà une durée de vie d'une vingtaine d'années avant de sortir. Mais tout s'est renversé à la fin des 30 Glorieuses, où on a vu que le marché se saturait. Et à ce moment-là, on a retrouvé un mécanisme où c'est le marché qui guidait le système. Et donc l'innovation n'était plus de la recherche et de la technologie. Elle avait ses ressources encore assez souvent dans la technologie, mais elle l'avait beaucoup dans l'examen des marchés, dans l'adaptation des différents produits et dans la compétitivité. Et alors là, le mot innovation est revenu pour véritablement être le facteur de compétitivité essentiel. Et presque dans certains cas, sans aucune technologie. Quand vous regardez des exemples de mes collègues de Renault sur la Twingo qui est sortie était un produit totalement innovant, c'était un nouveau concept, mais la technologie qu'il y avait à l'intérieur de la Twingo, c'était quasiment zéro. C'était d'ailleurs le plus vieux moteur de Renault qui a été mis sur la première Twingo. Et j'ajoute que ce concept Twingo, il a duré jusqu'à il y a 2 ans, son remplacement il y a 1 an ou 2 ans, probablement au regret d'un certain nombre de clients qui restaient. Donc c'est une durée de vie d'un nouveau concept et ça vous montre, mieux qu'avec des grands discours, l'importance, ce côté de l'innovation qui est largement au-delà de tout ce qui est recherche et technologie, sachant quand même que pour beaucoup de produits, des bases de technologie sont extrêmement importantes, en particulier des bases de technologie, information et communication dans les nouveaux produits actuels. Alors si l'innovation dépasse la R&D, Monsieur Veil, quelle est la place aujourd'hui de la R&D? Comment est-ce qu'elle doit se repositionner dans ce contexte? Alors, il y a déjà la place de la R&D. Ce qu'on demande aux chercheurs est différent. Avant, pour être très schématique et très caricatural, on demandait aux chercheurs d'inventer la solution du problème qu'a rencontré l'entreprise. Aujourd'hui, on ne lui demande pas d'inventer la solution, on lui demande d'apporter la solution.
Si c'est lui qui l'invente, c'est bien. S'il la trouve ailleurs, c'est tout aussi bien pour l'entreprise. Mais la trouver ailleurs, ça suppose d'avoir tout un réseau de capteurs pour essayer de comprendre qui fait bien quoi et aller explorer qui peut avoir la bonne solution. Et ça suppose aussi, à l'intérieur de l'entreprise, d'être capable d'adapter des briques technologiques qui ont été inventées dans des contextes complètement différents aux besoins de l'entreprise. Je crois que M. Charnay nous a laissé un peu entendre qu'il y avait de nombreuses façons d'innover aussi. Hein. Il a parlé de marché. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'innovations qui sont non technologiques aujourd'hui. Monsieur Sens, est-ce que vous pouvez donner des exemples dans ce domaine? Oui, on peut. Il y en a des multiples. Par exemple, dans le domaine commercial. Bon, sans remonter au grand magasin, tout ce qui touche aux supérettes, au petit marché où le client va chercher lui-même ses produits et passe à la caisse, ça a été une innovation majeure. On va beaucoup plus loin maintenant puisqu'on commande directement sur Internet. Tout ça, ce sont des modifications. Dans le domaine financier, ce sont des innovations, je veux dire. Dans le domaine financier, bon, je pense que la banque sans mur est ou sans guichet en tous les cas, est une innovation très forte. Le microcrédit est une innovation très forte. Et tout ça, c'est pas technique, même si c'est facilité par certaines technologies. Dans le domaine même de la fabrication, je pense que la polyvalence qui existe maintenant dans les usines a été une forme d'innovation très grande où les opérateurs eux-mêmes d'outils assurent des niveaux de maintenance de niveau 1 ou de niveau 2. Ils se sentent en plus beaucoup plus responsables. Alors, ils connaissent leurs outils mieux que quiconque, et puis ensuite, ils peuvent faire ça. Donc, des innovations non techniques au sens classique R&D du terme, elles existent partout. Hein. Monsieur Sens, un célèbre chef de projet qui est Yves Dubreuil, dont on vient de parler, puisque c'est le père de la Twingo, hein, a comparé la recherche et l'innovation en disant que la recherche consistait à transformer des idées en argent et que l'innovation consistait à transformer de l'argent en idées. En argent, pardon, excusez-moi. Évidemment, en argent. Donc, est-ce que au-delà de la formule, est-ce que c'est quelque chose qui est passé bien dans les mœurs aujourd'hui? Est-ce que la conception est admise? Et qu'est-ce qu'elle implique pour l'entreprise? Moi, j'aime pas beaucoup la formule, c'est-à-dire que c'est comme toutes les formules, c'est très restrictif, mais je pense plutôt que ça donne la distinction entre l'amont et l'aval. Hein, entre l'amont qui va être une sorte d'investissement, donc on va dépenser de l'argent, et on va créer tout un capital technologique ou un capital de compétences qui vont ensuite servir à être assemblés dans une deuxième phase qui est celle de l'innovation, parce que c'est celle du design, de la conception, de la création de produits et du lancement sur le marché. Et là, on va avoir beaucoup plus précisément un retour. Et donc, c'est ce processus-là qui va faire gagner de l'argent. Je vois plutôt de façon temporelle plutôt que de façon opposer les deux. C'est complémentaire. Est-ce que c'est votre avis aussi Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a l'invention. Prenons un exemple d'une invention que vous utilisez tous les jours, Google. Bon, il y a un exploit technologique qui est de faire un moteur de recherche ou un indexeur d'Internet performant, de faire des fermes de serveurs efficaces. Et tout ça, ça n'indique pas comment gagner de l'argent, parce que AltaVista le faisait déjà, il fournissait le service gratuitement. Il y a aussi une innovation qui est comment, quand on offre un service comme ça, le valoriser, le monétiser. Et là, il y a des tas de concepts sur comment vendre de la publicité autour de son propre site, mais aussi autour du site des autres. Concepts qui n'ont pas du tout été inventés par des geeks, par des fous d'informatique ou par des fous de technique, mais par des gens qui ont inventé un business model viable pour tirer parti commercialement de l'innovation. Donc ça illustre bien que l'innovation, toutes les composantes et tous les talents de l'entreprise sont nécessaires, même si parmi ces talents, il y a les apports de quelques techniciens. Monsieur Dreux? Oui, je voulais juste rebondir sur une formule de Mike Vance, qui était le patron de Disney, qui disait que l'innovation, c'était la création de la nouveauté ou l'organisation de technologies anciennes en un nouveau produit.
Et je crois qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu dans les conclusions du rapport et dans l'étude, c'est dans un premier temps le fait qu'on est passé du R et D à du R et D et C, c'est-à-dire recherche et développement et connexion, c'est-à-dire capacité à travailler avec les autres. Je crois qu'au travers des exemples qui sont cités, on a aussi la nécessité de comprendre que la complexité des technologies rend nécessaire aussi ce travail en réseau et ce travail collaboratif. Même si on a des grandes innovations dans le domaine des business models, des types de business models, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que le R est fondamental. Parce que sans R, il n'y a pas de D. Sans D, on peut avoir tous les business models qui vont bien. On n'a pas forcément une création de valeur pérenne à long terme. Et je crois que l'aspect temps qu'a déjà évoqué François de Charentenay est fondamental. Alors, votre étude traite, bien entendu, on l'a vu aussi, de problèmes de stratégie et de problèmes de management. Alors, dans leur communication, les entreprises citent volontiers l'innovation comme un élément clé de leur stratégie. Mais Monsieur Charentenay, cette affirmation, est-ce qu'elle se traduit réellement par une politique d'innovation clairement définie? Et si oui, qui est responsable de cette stratégie? Est-ce que c'est le PDG? Et sur qui s'appuie-t-il? Ce n'est pas une question très facile, hein. Je pense, vous avez raison de dire qu'on trouve dans les rapports annuels des entreprises toujours le discours, le chapitre ou le paragraphe sur l'innovation, avec etc., etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais il est assez rare de trouver une véritable déclinaison complète de cet esprit d'innovation qu'on veut insuffler en un certain nombre d'actions sur le terrain ou de changements d'organisation ou d'autres choses. Même à l'intérieur d'une entreprise, ce n'est pas vrai tout le temps. Les discours qui sont perçus par le personnel ne sont pas toujours d'une grande clarté autour de ça. Ceci dit, ça existe, hein, c'est discuté à haut niveau. Et c'est décliné dans tout un ensemble de stratégies. On a cité tout à l'heure la gestion des compétences, la stratégie sur l'organisation des travaux sous forme de mode projet. Une autre stratégie, c'est la création de groupes transversaux. On a expliqué tout à l'heure que la transversalité était un point absolument essentiel. Donc le fait de créer un ensemble de groupes transversaux. On peut citer des exemples chez Renault quand il y a eu le rachat la prise de capital chez Nissan par Renault, la création d'un ensemble de groupes transversaux pour remettre complètement Nissan sur les rails. C'est un exemple, et on en trouve beaucoup d'autres. C'est dans ce sens-là que je vois. Mais c'est évident que la cohérence complète de l'ensemble est assez difficile à percevoir. Et il y a probablement encore des étapes à faire dans ce domaine-là. Mais vous avez manifestement signalé qu'il faut faire collaborer les acteurs en fait, de l'entreprise. Vous avez cité des projets transversaux. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que les entreprises n'éprouvent pas des difficultés à faire justement collaborer transversalement les différents acteurs à l'intérieur de l'entreprise? S'il n'y a pas de volonté du management sur la transversalité, c'est assez difficile de constituer des équipes transversales qui rapportent à des directeurs de départements différents et donc dont le travail, dont les acteurs de ces travaux-là ne savent pas très bien comment ils vont être évalués. Toute la gestion, le management des ressources humaines est quand même devant cette question-là. Comment je vais pouvoir apprécier et récompenser ceux qui arrivent à travailler sous forme d'intelligence collective? Très souvent, vous savez qu'on a des plans de travaux dans les entreprises où chaque ingénieur a son entretien annuel et on lui donne une perspective de progrès pour l'année d'après. Et après, il a un autre entretien qui va déterminer si tous ces objectifs ont été atteints. Et ce qu'on appelle la part variable de la rémunération va dépendre beaucoup de
de ce respect du cahier des charges. Or, ce n'est pas très cohérent avec toute la réussite d'un travail d'équipe. Et toutes les expériences de travaux transversaux comme celles que j'ai citées et d'autres qu'on a pratiquées chez PSA et d'autres dans d'autres secteurs montrent que cette intelligence collective est la clé d'une dynamique de l'innovation beaucoup plus rapide. Monsieur Sens, vous voulez préciser, non? Non, juste pour dire que dans les rapports annuels ou dans la communication institutionnelle des entreprises, il est vraiment clair, comme l'a dit François de Chantenay, que toujours, on n'a pratiquement jamais vu une entreprise qui disait « moi je n'innove pas », tout innove. Bon. La seule chose, c'est dans une communication institutionnelle, il est très difficile de parler de la manière d'atteindre les objectifs de cette stratégie, de cette volonté. Et ça, c'est normal qu'on n'en parle pas, la façon de faire. Donc, je crois simplement, et on l'a vu dans un certain nombre d'entreprises, que déclarer que l'innovation, ça fait partie des gènes de l'entreprise et que c'est une stratégie, je veux être innovant, ne peut pas se déclarer sans qu'il y ait vraiment que l'entreprise ait vraiment bien défini sa stratégie de différenciation. Et cette stratégie de différenciation, c'est quelque chose de majeur, et avec un corollaire qui est de déclarer haut et fort à l'ensemble du personnel que non simplement il a le droit, mais il a le devoir d'innover, et ceci dans les différentes entités. Et ce qui fait que dans certaines entreprises que l'on a pu voir, une fois qu'une stratégie a été définie d'innovation, de différenciation a été définie, il faut regarder comment elle est mise en œuvre, comment elle se décline en pratique. Juste en quelques mots, un exemple, au moins on a vu quelques entreprises qui travaillent de la façon suivante. Il existe une stratégie générale, je veux me différencier de telle et telle et telle et telle manière. Et après, on demande à chacune des entités de cette entreprise, le commercial, la fabrication, le truc, bon, et vous, messieurs, comment vous contribuez avec vos moyens à vous, avec vos préoccupations à vous, vous contribuez à cette stratégie. Alors, un tel va dire, moi, je contribue en faisant ça et ça. Et ça devient, si vous voulez, les objectifs stratégiques de cette entité, qui eux-mêmes, évidemment, contribuent à la stratégie globale. Et puis derrière, c'est encore, il peut y avoir l'innovation, bien sûr. Pour la R&D, si on va jusqu'au bout, ces objectifs stratégiques de chacun des secteurs peut se décliner en grands objectifs stratégiques, j'aime pas le mot, mais enfin bon, de la recherche-développement. Moi, je veux, pour obtenir telle caractéristique, je veux, par exemple, je veux être dans tel et tel truc, le premier, en faisant ça et ça et ça. Là, on définit les objectifs de recherche-développement qui vont eux-mêmes contribuer aux objectifs stratégiques. Donc, vous voyez, c'est un truc de ramification, et le tout se termine à la fin par des projets qui sont la partie action simplement pour obtenir ces stratégies, cet objectif de recherche-développement. Et c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'on travaille par exemple, comme on l'a vu dans certaines entreprises de cette manière-là, ça devient tout cohérent. Il faut comprendre simplement que ça ne peut pas être écrit dans un rapport, dans une communication institutionnelle, parce que là, on est quand même assez proche des marchés, on est assez proche de la concurrence. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Les stratégies, elles sont parfois pas claires ou elles paraissent tellement vagues que ça ne veut rien dire. En fait, quand même, les entreprises savent ce qu'elles font et elles savent généralement bien décliner ce qu'elles veulent faire, et ceci, pas simplement d'ailleurs au niveau de la recherche-développement, mais au niveau de l'ensemble. Encore une fois, on ne peut innover que si tout le monde a bien compris qu'il a le devoir, pas simplement le droit, mais le devoir d'innover. Bon, on dépasserait le temps, mais on pourrait décliner cet aspect-là qui est majeur, qui est majeur pour l'entreprise. Il y a un autre obstacle interne, c'est celui des moyens, celui du financement, parce que les financiers qui sont présents dans l'entreprise, on le sait, ils sont toujours friands de retour sur investissement rapide, et ils fuient le risque comme la peste. Donc, comment est-ce qu'on fait, Monsieur Roche, comment est-ce qu'on fait progresser le capital immatériel, et comment est-ce qu'on peut miser sur la pérennité de l'entreprise via ces projets à long terme aujourd'hui? Est-ce que c'est possible, et comment est-ce que les managers s'y prennent?
pour se donner les moyens. J'aime bien votre terme de capital immatériel parce que effectivement l'enjeu quand vous gérez la capacité d'innovation d'une entreprise, l'enjeu majeur c'est les compétences, c'est l'adaptation des compétences aux objectifs d'aujourd'hui ou de demain. Et le phénomène qui se passe depuis un certain temps, c'est que ces compétences, ces expertises, ce sont des expertises qui sont pour la plupart des expertises d'interface. On appelle ça des compétences, des expertises en T, c'est-à-dire que ce ne sont plus des spécialistes d'une discipline, mais ce sont des salariés qui sont capables de maîtriser une discipline technique, mais toute sa mise en œuvre dans un système technique complexe, et Dieu sait si ça devient de plus en plus intégré dans les entreprises. Donc le rôle du management, c'est de construire ça, et ça c'est un capital. Et ça n'est pas un actif, parce que ce n'est pas mesurable en termes financiers. Et ça risque de ne pas l'être avant un certain temps. Donc effectivement, l'enjeu est là, et l'attention au quotidien dans le management de l'innovation se joue entre le financier qui joue son rôle et c'est bien normal, surveille la rentabilité et surveille l'efficacité de l'action qui est menée, et le manager qui, à contrario, lui va surveiller la construction des connaissances. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent gérer cette tension. Vous savez, on dit le management, c'est l'art de gérer les tensions, mais dans ce cas précis, c'est effectivement quelque chose de très difficile à faire et qui se fait totalement sous les radars, parce que c'est vraiment dans la finesse que ce genre de choses peuvent se négocier et peuvent se discuter. Mais bon, ça se discute. Mais alors, monsieur Sens, est-ce qu'on sait aujourd'hui évaluer, parce que je crois que c'est assez... Il y a beaucoup de débats là-dessus et d'opinions contradictoires, est-ce qu'on sait évaluer, voire même mesurer, la capacité d'innovation d'une entreprise ? Alors ça, c'est une question où on demanderait presque un joker. Hein. Non, ce que l'on sait, c'est mesurer la rentabilité des actions d'innovation, de R&D qui va jusqu'à l'innovation, dans certains cas, mais a posteriori. Donc, exemple, on sait très bien mesurer la rentabilité de nouveaux produits. Ce n'est pas si simple que ça, parce que ces nouveaux produits ne se rajoutent pas, ils viennent généralement tuer des produits qui existaient déjà, donc il y a toute une mécanique à mettre en compte. On sait très bien mesurer la rentabilité d'un procédé quelconque, il consomme tant d'énergie, je le modifie, il en consomme moins, ça je sais mesurer. On sait mesurer, comme ça, on sait faire des choses. Ce qui est plus difficile, c'est qu'on ne peut pas tout mesurer. Il y a des tas d'actions. Par exemple, une question qui est majeure, qui est la confiance qu'accordent les clients à une entreprise, parce qu'elle a cette capacité d'innovation. Ça se sent, les gens le savent, mais ça ne se mesure pas facilement. Donc là, il y a des tas de... D'abord, il y aurait un travail énorme à faire dans ce domaine, qui n'est pas fait à notre connaissance, ou pas complètement fait. Il y a des tentatives que font les entreprises. Je peux en citer deux. La première, c'est de se baser sur le passé, de voir si ce qu'elle avait prévu au démarrage d'une action de R&D qui s'est traduite par innovation, si les résultats prévus correspondent bien aux résultats obtenus. Bon, et si on arrive à trouver un système qui permet d'avoir assez confiance dans les prédictions de départ, on peut à partir de ce moment-là se baser sur cette expérience pour essayer d'envisager ce que peuvent rapporter les actions futures. Pour faire court, alors là je parle de mon expérience personnelle presque, c'est la meilleure manière, c'est de se fier à ce que disent les clients de l'entreprise et ce que disent les concurrents de l'entreprise. Quand vous faites des enquêtes, et toutes les entreprises font des enquêtes, souvent anonymes d'ailleurs, pour voir comment elles se positionnent par rapport à la concurrence, et que si la question, est-ce que telle entreprise, ou pardon, messieurs, vous les clients, quelle est l'entreprise la plus innovante ? Les clients ne se trompent pas trop. Hein. Alors, mieux encore, c'est quand les concurrents, dans tel ou tel domaine, disent c'est l'entreprise machin qui est la plus innovante de notre secteur. Or, on le dit, mine de rien, pas trop différemment. Alors, il y aurait vraiment un travail de salubrité publique, presque, pour mesurer
pour arriver à mettre en place des systèmes un peu plus sûrs, entre guillemets, un peu plus rigoureux de tout ça. Mais il y a quand même des choses, hein. Les entreprises ne sont pas toutes nues, hein, dans ce domaine-là. Encore un point sur le management interne. Monsieur Roche, vous avez dit tout à l'heure, en soulevant les points qui vous avaient frappé, que c'était une bonne nouvelle, le rééquilibrage entre la gestion par projet, qui, c'est vrai, était devenu un peu partout un objectif prioritaire, et la gestion des compétences. Alors, peut-être à contrario, en quoi la gestion par projet peut-il être excessif et en quoi peut-il être dangereux? Parce qu'on en a vraiment, on a beaucoup poussé, je vois dans la presse professionnelle, on parlait beaucoup de la gestion par projet. Le projet, c'est quelque chose de très efficace parce que vous prenez des acteurs de plusieurs disciplines pour faire un objet, un produit, un service. Et donc vous mobilisez effectivement le savoir, les compétences de ces acteurs-là, non pas pour le mobiliser pour une solution ou une avancée concrète sur un service. Le problème, c'est que quand vous définissez comme ça votre objectif, vous créez des compétences qui sont pointues, qui sont à l'interface, mais cela ne fait pas partie des objectifs du projet. Demain matin, si le projet est terminé, dans le meilleur des cas, il donne un produit, la compétence reste en l'air, parce que justement, elle n'a pas de quoi vivre et de quoi être entretenue. On dit par exemple que les États-Unis ne seraient pas capables de refaire, par exemple, le projet d'aller sur la Lune, par exemple. Et on cite beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à refaire quelques années après des choses qu'elles avaient réussi à faire dans un projet. Donc, à l'heure où les compétences deviennent de plus en plus d'interface et de plus en plus un capital de l'entreprise, vous ne pouvez pas uniquement tout miser sur le projet. Ça ne veut pas dire que le projet ne soit pas efficace pour produire quelque chose. Monsieur de Charentenay, vous vouliez rebondir? Oui, compléter un peu ce qu'a dit Claude, qui est tout à fait juste. En prenant l'exemple de l'automobile, qui s'est transformé dans les années 60-70 et a géré l'ensemble de ces développements organes et véhicules sous forme de projet, en donnant une force extrêmement importante au projet, et ça a été tout à fait efficace. Mais avec la compétition extrêmement forte entre les différents constructeurs, il fallait sortir de plus en plus de produits en des temps de plus en plus courts. Et donc, toutes les ressources de recherche-développement de l'entreprise étaient pratiquement concentrées dans les projets. Et les ingénieurs flottaient d'un projet à l'autre. Et il y a eu là un problème très important parce que les compétences, les métiers, tout ce qui est ressources génériques ou capital technologique de l'entreprise n'était plus vraiment géré. Je ne peux pas citer des exemples précis parce qu'il n'y a pas assez longtemps que je suis parti de PSA, mais ça a été quand même le cas. Ce que je peux dire, c'est une expérience... Pardon. On sortait quand même une automobile, il fallait 7 ans, il y a 10-15 ans. Oui, et c'est devenu... oui, ceci dit, il faut savoir compter. On sait très bien quel est le jour de la sortie de la voiture. On sait un peu moins bien définir le jour du début des travaux. Alors ça, c'est un objet de discussion tout à fait important. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu chez PSA récemment une réflexion dans la direction de la mécanique sur justement cette structuration par projet et ce problème de compétences qui étaient mal gérées. Et en fait, ils ont mis au point des méthodes où l'équipe projet est beaucoup plus resserrée, beaucoup plus petite, n'a pas des fonctions d'expertise, elle a vraiment des fonctions de gestion, de management, d'avancement du projet. Et elle transporte le projet de cellule en cellule. Et les cellules, ce sont des cellules de compétences qui vont traiter d'un problème particulier du projet et faire avancer progressivement le déroulement du développement, quitte à faire des allers-retours avec des temps d'arrêt dans les cellules qui ne dépassent pas 2 ou 3 jours. Donc c'est extrêmement rapide et extrêmement flexible et foisonnant. Et ces cellules, elles, ont une sorte de support d'une sorte de projet virtuel qui n'est pas paramétré, mais qui lui permet d'introduire tout ce qu'elle apprend
à travers chaque cas particulier. Un cas qui passe, qui présente évidemment des dimensions différentes du cas précédent. Ça va être intégré dans cette espèce de support qui n'est pas seulement la maquette numérique virtuelle, qui est beaucoup plus que ça. Et donc, il y a simultanéité entre le déroulement du projet, c'est-à-dire vraiment le développement du produit, et la capitalisation des compétences et des connaissances. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, les résultats qu'ils ont sur un certain nombre de points particuliers dans le domaine des moteurs sont tout à fait spectaculaires, aussi bien en coût de développement, en coût du produit final et en taux de qualité. Monsieur Dreux, vous vouliez... Oui, je voulais juste ajouter, aller dans le sens de Germain Sens tout à l'heure sur la difficulté de l'incantation institutionnelle autour de l'innovation et sa transformation dans l'entreprise. Parce que dès qu'on parle d'innovation, on parle de changement. On va sur des terrains qui sont a priori pas forcément connus et difficiles. Et on connaît tous la difficulté de correctement gérer et de manager le changement, le risque que ça constitue pour les hommes. Et leur montrer le chemin et les accompagner dans cette transformation est fondamental, comme l'a très bien dit Germain Sens tout à l'heure. Bien. Je crois que votre étude montre aussi, on a parlé tout à l'heure, montre aussi que l'innovation en réseau est une tendance extrêmement forte. Avant, les entreprises étaient très secrètes en matière de conception de produits. Elles s'isolaient. Maintenant, elles s'isolent beaucoup moins. Elles sollicitent tout un réseau de partenaires que vous avez évoqué, Monsieur Veil. On parle donc à ce moment-là d'innovation ouverte. Et je crois que le CDE dit que 40% des entreprises françaises pratiquent cette innovation ouverte. Alors, qu'est-ce qui les motive? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Et quels sont leurs partenaires, plus précisément? Alors, il ne faut pas exagérer quand on dit avant elles étaient secrètes et maintenant elles montrent tout. Non, maintenant elles coopèrent beaucoup plus qu'elles ne le faisaient par le passé. Mais pourquoi elles coopèrent? Elles coopèrent parce qu'il y a des choses qui leur manquent. Alors je vais exprès donner un autre exemple non technique. Quand Matra Automobile a inventé une nouvelle voiture, un nouveau concept de voiture, ça ne remonte pas à hier, c'était l'espace. Ils se sont rendus compte que c'était une voiture grand public, pas du tout ce que l'entreprise avait l'habitude de faire, qu'il fallait avoir accès à un réseau commercial dense, un réseau d'entretien, de maintenance dense, ce que l'entreprise n'avait absolument pas. Et donc elle s'est alliée avec Renault. Et dans l'esprit du grand public, d'ailleurs, l'espace, ça l'est devenu in fine, est une voiture de Renault, parce que Matra Automobile n'était pas la bonne entreprise pour gagner de l'argent avec son innovation et en profiter monétairement. Donc cette ouverture, c'était simplement... Il y a quelque chose qu'on fera beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rentablement en trouvant le bon partenaire et en s'alliant avec lui que si on essaye de construire à partir de rien un réseau commercial ou une notoriété ou une compétence qu'on n'a pas par rapport à la cible commerciale qu'on vise. Alors, cela dit, vous dites elles sont beaucoup plus transparentes. Être transparent, ça ne veut pas dire tout montrer. On pourrait citer beaucoup d'exemples parmi les entreprises qu'on a vues. Par exemple... Essilor est une entreprise très ouverte qui travaille avec le laitier à Grenoble, qui travaille avec beaucoup d'universités sur les technologies du verre, sur l'optique, sur l'électronique. Mais quand il s'agit de faire un produit, elle fait ça dans ses labos internes. Et là, il y a un assemblage très confidentiel de technologies qu'évidemment l'entreprise garde pour elle, vu que c'est au cœur de son avantage concurrentiel. Mais quand elles travaillent en réseau, est-ce qu'elles savent gérer ce travail en réseau? Parce que là aussi, on retombe sur un problème un peu complexe et un type nouveau de management. Est-ce qu'elles savent le faire et elles savent maîtriser est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce qu'elles savent maîtriser ces risques? Alors, vous appuyez sur le point sensible. Enfin, c'est la bonne question, c'est là où ça fait mal. Beaucoup d'entreprises se privent des bénéfices du travail en réseau parce qu'elles ne savent pas bien travailler en réseau. Parce qu'elles ne savent pas bien gérer, par exemple, leur propriété intellectuelle. Donc elles vont avoir peur de se faire piquer leurs idées parce qu'elles ne savent pas comment les protéger, comment lutter les contrefaçons. Parce qu'elles manquent un peu de savoir-faire sur comment organiser juridiquement leurs relations avec leurs partenaires. Comment faire en sorte qu'il y ait un agenda gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le partenaire
Si jamais, par exemple, je suis un donneur d'ordre et je spécifie mal mon besoin, un fournisseur un peu opportuniste va pouvoir dire tant mieux, je vais pouvoir être le moins-disant. Quand il s'apercevra qu'il ne m'a pas posé la bonne question, il sera obligé de revenir dans ses petits souliers et me demander une modification. Et alors là, comme il sera un client captif, je vais pouvoir tirer parti de ce que je sais. Donc le type de contrat qu'il faut que je fasse pour que mon fournisseur, qui est plus intelligent que moi dans sa spécialité, puisse me dire « Attendez, cher monsieur, vous ne me posez pas exactement la bonne question, je n'ai pas intérêt à vous le dire, mais je vais vous expliquer la question qu'il faudrait que vous me posiez », justement, il faut savoir faire en sorte qu'il ait intérêt à me le dire. Que s'il me fait gagner de l'argent, il en gagne aussi, plutôt que de dire « je ferai moins de marge parce que j'ai aidé mon partenaire à être intelligent ». Oui, donc ça veut dire qu'il faut aussi acquérir des compétences spécifiques nouvelles, peut-être des nouveaux métiers, une nouvelle fonction, enfin pour être capable, efficace en matière de fonctionnement en réseau. Oui, ce sont, si vous voulez, des compétences nouvelles. C'est une autre manière d'être dans ces relations. C'est par exemple le fait de sacrifier un avantage immédiat qu'on pourrait avoir compte tenu de la manière dont les contrats sont rédigés et qui permettrait de tirer parti de l'ignorance ou des oublis de son partenaire pour dire je privilégie une relation à long terme parce que, in fine, cette relation à long terme m'apportera beaucoup plus que de pousser mon avantage dans telle situation instantanée. Ce qui crée évidemment une réputation de bon partenaire qui fait que vous allez être un partenaire recherché par la suite. Monsieur Roche, sur ces compétences spécifiques à acquérir, vous avez tiré quelque chose de cette étude? Ce que j'ai tiré d'une part, c'est la conviction ou la confirmation de la conviction qu'effectivement c'est une compétence générique que chaque salarié d'une R&D doit avoir, par exemple, ou de chaque acteur de l'innovation doit avoir, puisque les coopérations sont non seulement à l'externe, mais en interne, on a des pratiques qui relèvent de la même logique. D'accord. Alors, vous avez dit que... Est-ce qu'on peut collaborer avec son concurrent, carrément est-ce que, je ne sais pas, M. Sens ou M. de Charentenay, est-ce que ça arrive maintenant, aujourd'hui, fréquemment Oui, moi je peux raconter l'expérience dans le cadre d'un grand programme européen qui s'appelait Prometheus, où tous les constructeurs automobiles européens sont retrouvés derrière un programme qui faisait un budget sur 7 ans de 1 milliard d'euros. Et ce programme a été absolument fantastique. C'était l'application des nouvelles technologies de l'information et de la communication à la sécurité et à la conduite automobile. Et qui préfigurait tout ce que vous trouvez maintenant progressivement arriver dans les voitures. Et ça a été une expérience assez passionnante. Et on s'est aperçu à cette occasion que c'était la première fois que les constructeurs allemands entre eux voyaient leurs responsables recherche-développement se rencontrer en dehors des rencontres officielles des syndicats professionnels. Et l'enrichissement mutuel a été tout à fait intéressant. Et comme ça se situait dans une phase amont, ce n'était pas dans une phase concurrentielle aval, à chaque constructeur de savoir transformer tout ce qu'ils avaient compris et appris en un produit qu'ils allaient développer et vendre dans le futur. Dans ces partenariats, il y a des partenariats avec le public, avec la recherche publique. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, tout avait l'air d'être extrêmement rose, tout se passait très bien. Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles aujourd'hui quand même, des difficultés encore pour les entreprises à travailler avec la recherche publique? Alors, je ne sais pas, Monsieur Sens peut-être? Il n'y a pas de raison que le partenariat entre une entreprise et la recherche publique soit basé sur autre chose, sur des concepts différents que le partenariat entre pairs, PAIRS, c'est-à-dire entre entreprises, ou avec des fournisseurs, avec des clients. Les motivations sont les mêmes. Il faut que chacun y trouve un avantage. Et si il y en a un qui trouve plus d'avantages que d'autres, ou est plus égal que l'autre, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait une vision qui soit également totalement partagée. Je crois qu'un vrai partenariat, ce qui marche en tous les cas, d'abord il s'inscrit dans la durée. Il ne peut pas y avoir de partenariat spot. Enfin, à ce moment-là, ce n'est plus un partenariat, c'est une action comme ça où on s'aide mutuellement. Il faut qu'il s'inscrive parce qu'il y a besoin de confiance et il y a besoin aussi
de s'inscrire vraiment dans la durée. Je compte sur toi comme tu peux compter sur moi, en se basant sur des choses toutes bébêtes, qui est de dire, de bien réaliser que le fait que les idées, parce que les cultures, les savoirs sont différents, c'est beaucoup plus enrichissant que le reste. Vous connaissez la fameuse phrase, si tu as 1 euro et j'ai 1 euro, on l'échange, on a toujours 1 euro chacun. Si tu as une idée, moi j'ai une idée, et si on les échange, on aura au moins 2 idées chacun, et sans doute 3 ou 4, parce que dans ce cas des idées, 1 plus 1, c'est bien supérieur à 2. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc il faut que ces partenariats soient réellement basés sur la confiance, la compréhension mutuelle. Si l'un ne comprend pas les impératifs de l'autre, c'est pas très bien parti. Parce qu'à ce moment-là, il y aura toujours une manière de faire où l'un va essayer de tirer plus de marrons du feu. Si l'industriel veut du secret et si alors, le chercheur veut publier, alors voilà, dans le cas précis que vous citez, il faut que l'entreprise comprenne vraiment bien que l'incontournable, si je peux parler ainsi, de la recherche publique, c'est effectivement de publier. Dans toutes les analyses que nous avons faites, il n'y a jamais de problème. C'est un faux problème de penser que l'entreprise refuse ou empêche de publier. On peut empêcher, entre guillemets, de publier certains trucs qui sont trop près, si vous voulez, du savoir-faire de l'entreprise, mais on n'empêche pas de publier sur des notions générales. Réciproquement, il faut que la recherche publique comprenne très bien que l'entreprise a aussi un certain nombre d'incontournables. C'est le temps. On n'a pas le temps. Il faut gagner du temps sur le temps en permanence dans l'entreprise. Donc le temps est majeur. Il faut comprendre aussi que les problèmes de propriété industrielle sont des problèmes, comme l'a dit Thierry, qui sont des problèmes forts. Tout ceci peut se résoudre. Il faut simplement qu'au départ, personne ne... Enfin, il ne faut pas éviter de mettre tous ces problèmes-là sur la table, de les traiter. Si on ne les traite pas, tant pis, on ne travaille pas ensemble. Mais si une fois qu'ils sont traités et on les respecte et on se fait confiance, ça marche très bien. Et toute l'expérience que nous avons pu voir dans les entreprises, c'est qu'elles travaillent très bien avec la recherche publique, mais pas avec toute la recherche publique. Elle travaille très bien avec des laboratoires qu'elle a l'habitude de connaître, qui lui font confiance, donc il a confiance et tout le truc. Et ça se passe très bien. Et c'est généralement dans de la durée, on s'inscrit sur des années de travail ensemble. Et là, encore une fois, ça se passe très bien. Là où c'est plus difficile, c'est quand on veut travailler en spot. C'est que là, on veut travailler en ayant des arrière-pensées pas très catholiques, si vous voulez. Et ça se voit assez vite. Quand vous avez parlé tout à l'heure du problème de ressources humaines, puisque l'une des solutions aussi pour se renforcer, c'est d'embaucher des docteurs et sciences, ou dans tous les cas de les faire travailler, est-ce que les entreprises ont assez ou font suffisamment appel à ces docteurs et sciences? Je sais qu'il y a une procédure, la procédure CIFRE, qui marche pas mal, mais est-ce qu'elle est satisfaisante ou est-ce qu'il faudrait encore amplifier ce phénomène? À vous, celui qui veut répondre. Pas de problème. Bon, ça, c'est aussi une question où on pourrait demander un joker. C'est difficile. L'entreprise, quand elle embauche un jeune, elle se base sur des tas de critères. Il faut que ce jeune soit dynamique. Il faut qu'il soit ouvert, qu'il n'ait pas peur de travailler avec les autres, que le NIH ne connaisse pas. Il faut que ce jeune ait envie de travailler sur des problèmes de type industriel. Il faut que ce jeune soit sympathique, bon, etc. Et aussi, il faut qu'il y ait des savoirs. Mais les savoirs, c'est un des aspects des critères d'embauche. En plus, il y a de plus en plus de gens qui ont des savoirs. Et alors là, on assiste effectivement à des cas différents. D'abord, j'aurais dû dire en préalable, l'entreprise embauche déjà beaucoup de docteurs. Hein, donc, c'est pas... donc, lorsqu'elle embauche quelqu'un, eh ben, elle va le juger sur l'ensemble de ces critères. Alors, il peut y avoir différents cas. Soit l'entreprise a besoin de compétences et de savoir qu'elle ne possède pas. Alors, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Elle embauche des gens qui ont été formés dans ces savoirs, donc des docteurs, etc. Si elle est dans son domaine de compétences, bon, elle peut embaucher des docteurs, elle peut ne pas en embaucher. Là, le problème, c'est différent. Si le docteur a fait une thèse dans un domaine qui ne concerne pas du tout l'entreprise,
Bon, elle peut le prendre parce qu'il a toutes les caractéristiques précédentes que j'ai énumérées, mais elle peut aussi ne pas le prendre. Parce que ce docteur qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les savoirs dans le domaine de l'entreprise, sera, si on l'embauche, en concurrence, entre guillemets, ou au niveau de gens qui sont sortis, par exemple, d'une école d'ingénieur, qui ont fait déjà 3 ans dans l'entreprise, souvent en recherche d'ailleurs, qui ont acquis déjà beaucoup de savoir dans le domaine de l'entreprise, et ils se retrouvent au même niveau. Donc vous voyez même la difficulté pour le jeune docteur que l'on embauche. Donc le problème n'est pas simple. Il n'y a aucune volonté, dans ce qu'on a pu voir, de ne pas embaucher des docteurs. Mais il n'y a pas non plus de volonté de dire docteur Uberales, si vous voulez, je les prends parce qu'ils sont docteurs. C'est un domaine compliqué. Ils sont jugés au même titre que Alors ils ont un point favorable, ils ont un point de plus, c'est qu'ils ont des savoirs. Alors encore une fois, c'est l'avantage des tests CIFRE. Si ces savoirs correspondent au savoir de l'entreprise, parce que la thèse, dans le cadre de la convention CIFRE, a été faite avec l'entreprise sur des savoirs de l'entreprise, là, il y a un plus très important. Ce n'est pas toujours le cas. Alors une dernière question avant de prendre les questions de la salle. Sur ce problème-là, on a aussi on a l'impression qu'on risque d'avoir un manque de jeunes dans les entreprises, enfin, tout simplement parce qu'il y a un peu moins de jeunes dans les carrières scientifiques et techniques. Comment est-ce qu'on peut les attirer vers les entreprises? Carrière scientifique et technique, orientée entreprise. Si je peux dire 2 mots peut-être sur ce sujet, je crois que c'est peut-être une transformation de ce mal, entre guillemets, typiquement français, qui consiste à proposer la science comme outil de sélection et d'avoir peut-être plus une transformation qui soit passons de la science sélection à la science attraction. Et pour passer de la science sélection à la science attraction, je pense qu'il est nécessaire que les chercheurs des entreprises et les chercheurs du public et des grands organismes et de l'université puissent aller à l'extérieur et communiquer leur passion vers les jeunes. Montrer comment finalement cet univers de la découverte, cet univers de l'incertitude, cet univers de la prise de risque au travers, je dirais, de cette recherche est quelque chose de passionnant, et que si on peut aller de plus en plus vers cette science passion plutôt que cette science sélection, c'est peut-être un des éléments, mais que l'entreprise montre que les chercheurs, elle sait les accueillir, et que chez elle, ils sont heureux. Ouais. Monsieur Roche, vous avez enseigné, vous, à l'Université Bretagne. Quelle est votre vision sur ce problème? Effectivement, j'y réenseigne d'ailleurs. Ma vision, c'est qu'effectivement, c'est pas une vision d'un optimisme débridé. Je pense qu'il y a un vrai problème quand on va dans les écoles d'ingénieurs. D'une part, il faut le reconnaître, il y a un certain vote par les pieds dans les formations les plus techniques et les plus technologiques. Et il y a manifestement quelque chose qui relève de l'adaptation des formations scientifiques et techniques dans les écoles d'ingénieurs, revenir sans doute au fondement de l'ingénieur, qui était quelqu'un de pratique, plus que pas forcément de trop scientifique. Mais il y a effectivement un vrai problème. Le côté positif, c'est que je sais que dans les écoles d'ingénieurs en France, les directions en général sont quand même ouvertes et cherchent à trouver une solution à cette difficulté. Mais c'est une vraie difficulté, il ne faut pas se le cacher, ni imaginer que dans 5 minutes, ça disparaîtra. Il y a une vraie crise de confiance. Monsieur Thierry Vieille ? Oui, peut-être deux idées sur ce problème d'avoir les compétences qu'il faut. Bon, il y a d'abord un problème du côté de la formation, que ce soit les docteurs, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les lycéens ou que ce soit les collégiens. On fabrique en France des premiers de la classe, des gens qu'on valorise pour trouver tout seul le problème, pour rendre leur copie en disant « c'est moi monsieur, je suis le meilleur », alors que c'est de moins en moins ce dont on a besoin en entreprise, et notamment dans les fonctions liées en innovation. On a besoin de gens qui savent être collectivement intelligents, qui savent travailler en groupe, et
ça, malgré tout, c'est pour l'instant un peu une carence du système de formation et de sélection spécifiquement français. Et puis, il y a un autre versant, je ne vais pas seulement taper sur la formation, c'est celui des entreprises. Beaucoup d'entreprises se plaignent d'un manque de vocation pour les carrières les plus techniques, les plus scientifiques. Je travaille dans une école d'ingénieurs et je constate que les entreprises offrent des carrières beaucoup plus rutilantes à ceux qui font du conseil, qui font des tâches d'organisation générale, qui font de la finance, qu'à ceux qui essayent d'aller dans la technique. Donc il faut peut-être qu'elles se posent en interne certaines questions ou qu'elles acceptent de penser qu'un jeune docteur, qu'un jeune ingénieur peut être un agent économique rationnel et tenir compte des signaux très clairs que lui envoie son environnement. Vaste programme auquel la crise va peut-être remédier en partie. Alors, y a-t-il des questions dans la salle à nos différents intervenants? Oui? Rabenja Jetipa, société Jetipa. J'ai juste une question intégrée. Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup moins d'intégrateurs de compétences que de compétences? Parce qu'aujourd'hui, en termes de management de projet, on parle plus d'intégration de compétences. Deuxième question, faut-il développer l'outsourcing ou l'externalisation au lieu d'intégrer toute la chaîne de valeur en partant du recherche et développement et puis tout ce qui est innovation en termes de développement stratégique des entreprises, parce que les pratiques aux États-Unis, même ça devient de plus en plus en Chine, commencent à faire du outsourcing un peu à l'outrance, justement en termes de gestion de risque. Donc, quelles sont un peu les réponses sur, je dirais, cette étude sur ces questions? Comme source d'économie. Qui veut répondre à cette question? Les intégrateurs de compétences, j'ai l'impression qu'on en a, alors peut-être pas assez. Bon, une entreprise comme Renault se définit, je ne sais plus le terme exact, comme architecte ou comme créateur d'automobiles, avec l'idée qu'elle a de plus en plus de budget achat, c'est-à-dire que c'est de plus en plus de l'assemblage de composants, enfin quand on dit composants, ça peut être quelque chose de très évolué, un siège ou un système de commande électronique ou un module avant qui sont faits par ses sous-traitants. Je pense que l'outsourcing va tout à fait dans la ligne de faisons faire les choses là où les gens sont plus productifs. Les USA le font beaucoup. Une entreprise comme Capgemini en France le fait beaucoup. Outsourcer, ça ne veut pas dire aller à Bangalore et faire un chèque en disant « faites-moi tout ». Ça veut dire avoir un front-end, une interface avec le client proche du client et qui peut spécifier très bien le produit dont il a besoin et avoir ce front-end capable d'avoir d'excellentes relations avec un back-end qui, lui, est, par exemple, dans le domaine de Capgemini à Bangalore et qui travaillera en fonction des spécifications. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises en France, dans des domaines très divers, qui ont su effectivement s'intégrer et apprendre à travailler en réseau. Alors, soit avec d'autres départements internes à l'entreprise, soit avec des partenaires externes à l'entreprise, d'une manière invisible pour le client, seamless, sans couture, comme disent les Américains, et l'entreprise voit juste, enfin, le client voit juste la prestation intégrée en ne sachant pas si les vis, les boulons, le design, l'intelligence, les plans de conception, le logiciel venaient de l'entreprise qu'il a en face de lui ou d'un partenaire de l'entreprise éventuellement situé très loin. Monsieur de Charentenay, un autre complément de réponse? Oui, un complément. Je crois que l'outsourcing est déjà largement pratiqué, en particulier dans l'automobile. Ceci dit, je crois qu'il n'est bien pratiqué que dans le cadre d'une stratégie extrêmement fine de connaissance de son propre métier. Et comme l'a dit Thierry, le constructeur automobile est un architecte intégrateur. Et je peux citer un exemple difficile dans le cas de l'automobile, c'est l'exemple de l'électronique, qui a été considéré au début comme étant un produit qu'on achetait à un équipementier, comme on achetait un démarreur, un petit moteur d'essuie-glace, etc.
et dont on s'est aperçu après, dans les années 90, que c'était un élément essentiel d'architecture du véhicule, de façon à avoir l'optimum des applications électroniques dans l'automobile. Il a donc fallu à ce moment-là reprendre complètement, alors que certains fournisseurs, des gros fournisseurs de l'automobile comme Bosch, Delphi ou Denso ou Siemens, avaient des logiciels propriétaires pour un certain nombre de fonctions. Il a fallu revenir et reprendre la main et créer des architectures venant des constructeurs et pénétrer à l'intérieur des logiciels des fournisseurs. Et donc ça a été un travail considérable pour éviter que la fourniture quelqu'un de l'extérieur impose et prenne la main sur les responsabilités du constructeur. Y a-t-il une autre question? Oui, au premier rang. Oui, bonjour, Valérie Archambault, Altran Research. Voilà, pour continuer sur l'outsourcing et en matière d'innovation, disons l'open innovation, je voulais savoir si vous aviez posé la question aux 28 entreprises de la responsabilité dans leurs entreprises sur l'open innovation, c'est-à-dire à qui on confie la mission d'identifier, de sélectionner, de financer, de travailler sur l'organisation de ce lien. On a bien compris que c'était une expérience à construire et une compétence en propre. Monsieur Veil, à un moment, a dit qu'on demandait aux chercheurs non plus d'inventer, mais d'apporter la solution. Moi, mon impression était qu'on ne demandait pas forcément au département de la recherche et aux chercheurs d'avoir cette responsabilité de choisir entre l'interne et l'externe, entre guillemets. Mais est-ce que cette question a été posée et dans ce cas, quelle est la réponse? Est-ce qu'il y a une réponse d'ailleurs homogène entre les différentes entreprises? Moi, j'ai l'impression qu'on a identifié des cellules ou de business innovation, de open innovation en propre, et que justement, c'est assez difficile de créer ce lien parce que quelquefois, c'est décalé par rapport, voire en compétition avec les projets internes. Donc, on a le risque, enfin moi, on m'a souvent parlé du risque d'être jugé parti, etc. Donc, quel est le rôle de la recherche sur cette question ? Pour répondre à votre question, c'est très hétérogène. J'ai l'impression que tout le monde tâtonne et cherche sa voie. Et l'attitude des responsables de services de R&D ou d'innovation est très différente. Il y en a qui sont défensifs, c'est-à-dire ils cherchent avant tout à montrer que la bonne solution est celle qui a été trouvée dans leur labo. Et donc, ce qui vient de l'extérieur est forcément un peu moins bon. Ou alors, ils font de la recherche comme une assurance vie. Au cas où notre solution soit pas la bonne, on a mis quelques sous dans l'exploration d'une solution alternative. Mais évidemment, comme on préfère que la nôtre soit la bonne, on va faire tout ce qu'on peut pour montrer que la solution alternative qu'on fait développer par un labo universitaire ou par un sous-traitant spécialisé en innovation est moins bonne que la nôtre. Donc ça, effectivement, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, il faut que le pouvoir d'arbitrage soit loin de la recherche. Ceci vient souvent que les gens en charge de la recherche se sentent méfiants vis-à-vis de l'open innovation en disant « on est en train de me piquer mon beefsteak ». Or, il ne faut pas leur piquer leur beefsteak. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit empiriquement que les entreprises les plus efficaces en matière d'innovation ouverte sont celles qui ont gardé une forte compétence technique interne, parce que pour savoir qui est bon à l'extérieur, pour juger où est la bonne technologie et pour être capable d'intégrer la bonne technologie qui, encore une fois, a été développée par des gens très bien, mais qui n'avaient pas le contexte d'application de l'entreprise intégratrice pour effectivement la mettre dans une solution complète, il faut des chercheurs. Donc il faut des chercheurs différents, mais une fois surmonté l'appréhension de mais si on fait travailler des gens de l'extérieur, on ne fait pas travailler des troupes, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Ce qui est un réflexe humain et logique. La mission d'un département de recherche et d'innovation d'entreprise peut être beaucoup plus intéressante. Mais on voit la barrière à franchir et comment les entreprises le font très différemment, et chacun bricole avec plus ou moins de succès. Mais les vrais industriels autour de la table ont peut-être d'autres réponses à vous donner.
Oui, monsieur de Charentenay. Oui, je crois que la question que vous posez, elle s'élargit en se posant, en essayant d'identifier dans l'entreprise s'il y a un véritable Chief Innovation Officer, si on pouvait dire. En fait, d'après ce qu'on a vu, c'est quelque chose qui est en débat. On a l'impression que, ou alors il faudrait une sorte de responsable innovation, comme il y a des responsables qualité, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de troupes chez eux, mais qui font un survey de l'ensemble des pratiques d'innovation de l'entreprise. Ça ne m'apparaît plus positif qu'un véritable responsable d'innovation, parce qu'on ne voit pas très bien comment il agirait uniquement, parce qu'il va être placé soit au marketing, par exemple chez Valeo, la recherche corporate, qui est aussi fonctionnelle en fait, et être rattaché au marketing corporate. Et là, il y a une façon d'aborder l'innovation. Et puis dans d'autres secteurs, ça sera un responsable de recherche-développement. Et je pense, moi, que l'innovation, elle est, comme on l'a dit à plusieurs reprises, elle est quand même diffuse partout. Donc, c'est difficile de centraliser cette fonction, y compris pour décider de l'open ou du pas open. Bien, mesdames, messieurs, il me reste à vous remercier nos orateurs. Je voudrais juste profiter de ce plateau pour remercier les contributeurs de l'étude, ici présents, et tous ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Ils ont fait un travail formidable. Ils ont, je dirais dans certains cas, sué sang et eau pour arriver et produire ce rapport qui sera disponible donc au mois de juin. Et encore une fois, au nom de la NRT et de Futuris, je tiens à les remercier de leur implication et de leur contribution. Très bien. Je voulais dire effectivement souligner que le rapport sera disponible et téléchargeable.